voilà, le discours du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies à New York continue à défrayer la chronique. Un de ceux qui l'avait accompagné à New York est rentré ici au pays, à Kinshasa précisément, Lubanga Taylor, pour justement nous donner sa lecture et surtout la manière dont il a analysé ce discours du président de la République. Il était dans la salle le jour que le chef de l'État prononçait ses discours. Professeur Lubanga, bienvenue. Merci beaucoup. Bon retour au pays. Merci. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Kinshasa et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire du pays. Alors, chargé des missions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'êtes depuis un certain temps. Alors, comment avez-vous, donc vous qui étiez sur place, compris le discours du chef de l'État? Merci beaucoup Fabien pour l'invitation. Je vais ici très clairement être précis et même pédagogique. Pour une fois dans ce pays, le monde entier comprend le Congo et ses richesses. Pour une fois dans ce pays, on a un président défenseur de nos richesses. En même temps, un président capable d'apporter des solutions aux problèmes du monde et du Congo. Le président Félix Tshisekedi a adressé au monde un discours axé sur plusieurs points, mais dont le plus essentiel ont été l'environnement, la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la région continentale africaine, ce qu'on appelle la zone de libre-échange. La troisième question a été la politique nationale, mais il a aussi dit un mot sur ce que beaucoup de gens ne veulent pas dire, la réforme du Conseil de sécurité, sur la restructuration institutionnelle, alors au sens africain du Conseil de sécurité. Il faut donc noter ici que nous sommes, et ça il faut que les Congolais le sachent, un pays aux réserves forestières importantes. Nous avons pour nous seuls 47% des réserves forestières. Et nos forêts sont les mieux conservées au monde. Mon cher ami, les Congos ne reçoivent qu'1% du fonds pour la conservation, évidemment l'absorption des gaz à effet de serre. C'est inacceptable que les forêts les mieux gardées, dont la nôtre, dont les nôtres, soient les moins compensées en termes de fonds, qu'on appelle les fonds évidemment compensatoires de la capacité forestière d'absorber, n'est-ce pas, les gaz à effet de serre. La désinformation a concerné... En parlant de ça, le président n'a pas été activiste, et comme son collègue du Brésil, il a été beaucoup plus diplomate. Est-ce que ça a été votre constat? Non, le président a été beaucoup plus franc. Il n'a pas été, si vous voulez, auteur de propos discourtois comme l'ont été certains acteurs politiques de certains États. Il a dit clairement ce que nous recevons en contrepartie de notre capacité à protéger les forêts pour le bien non pas seulement des Congolais, mais du monde entier. Et il a dit, nous captons 1%, mais nous sommes le seul pays au monde à accorder aux forêts une protection maximale. Et donc, nos forêts sont le mieux protégées, mais nous captons seulement 1%. Et vous savez, chers amis, nous sommes en situation transitoire. Le monde vit la transition écologique et qu'il faut donc aujourd'hui penser aux énergies renouvelables. Le Congo, à lui seul, chers amis, détient 70% des métaux, des matières à base desquelles, chers amis, l'on fabrique des batteries. L'on fabrique tout ce que l'on peut fabriquer, les téléphones. Le Congo, à lui seul, a cette capacité de 70% à travers le monde. Il n'y a pas un seul pays au monde qui peut concurrencer la RDC sur le plan des matériaux, les matières stratégiques à base desquelles, n'est-ce pas, les questions écologiques connaissent le succès transitoire. Et c'est pour la première fois qu'un président de la République l'a dit. Et il l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, dans les formes le plus, si vous voulez, formalitaires possibles.
Et il le disait avec conviction, et ceci, étude à l'appui. Troisième information a concerné, et je dois être sérieux avec vous, la politique nationale. Le président a salué la passation pacifique intervenue au Congo pour la première fois. Après 3 cycles électoraux, bien entendu 2 cycles bien avant celui-ci, qui vient de s'écouler le 30 décembre 2018, nous avions assisté au discours des prophètes de Malher. Nous avons évidemment, sous prétexte politiquement correct et même politiquement rentable de certains, si vous voulez bien, défenseurs de la crise, de meurtre, d'assassinat, évidemment de l'hécatombe du Congo, on nous a dit il y aura ceci, il y aura mort d'homme, il y aura affrontement. Mais pour la première fois dans l'histoire de ces pays, nous avons connu une passation civilisée de pouvoir entre un président sortant alors en vie et un président entrant aussi en vie. Ceci était un acte politique de haut niveau qui a déjoué les calculs politiciens, surtout des Occidentaux, en complicité avec ce que j'appelle les politiquement rentables, le discours de ceux qui perdent leur temps pendant que les trains sont en marche, pendant que les conditions des Congolais s'améliorent du jour au jour, perdent leur temps, évidemment, à porter des critiques totalement inutiles. Et donc nous avons, sur ce point-là, vu un président de la République qui reconnaît le mérite, la maturité politique, mais aussi le réel qui a permis au président sortant, évidemment, avec des armes, de dire « je n'ai pas été candidat, je laisse aux gagnants, évidemment, la place qui lui revient ». Et ça a été le cas. Et il a félicité également les Congolais. Qui a séduit pratiquement le monde et l'Afrique. Voilà. Mais je te dis, les Congolais ont été ici félicités par le président du haut de la tribune des Nations Unies. Et le président s'est engagé et il a rappelé, il travaillera pour l'homme, tout l'homme et tout homme. Alors, ça signifie l'homme dans toutes ses dimensions, on s'attarde un peu culturelles, politiques et même économiques. On s'attarde un peu sur mais aussi tout homme, ça veut dire, quel que soit le niveau de vie, hein, quels que soient les lieux, quelles que soient les familles. Tant qu'on est Congolais, on soit Congolais, on bénéficie de la politique de Fati, du président Félix, qui est une politique au centre de l'homme, ou pour l'homme. On revient un peu sur ce rappel qu'il a donc fait au monde sur la passation pacifique et civilisée du pouvoir, un acquis pour ce pays qui pourra avoir des retombées plus tard. Mais il salue l'apport de la SADC, il salue l'apport du Kenya et des États-Unis d'Amérique, mais sans blesser le monde francophone ou le bloc francophone qu'il avait combattu. Comment avez-vous analysé cette approche communicationnelle? Non, le président a dit notamment, il n'a pas de la communauté internationale. Oui, mais qu'il a remercié en parlant après, de la communauté internationale, mais bien avant c'était la SADC, le Kenya et les États-Unis. Il dit la communauté internationale, notamment, et nous savons tous ce que cela veut dire. Cela veut dire que dans la communauté internationale, il y a eu des États qui se sont le plus engagés, sans minimiser l'apport tout aussi important qu'on peut imaginer ou supposer des autres États, encore que nous connaissons bien qu'il existe des passivités positives. Mais là, le président de la République, dans la communauté internationale, il a pensé aux premiers États qui s'étaient le plus engagés, et c'est le cas de ceux qu'il a cités, sans minimiser l'apport tout aussi important, comme j'ai dit tout à l'heure, des autres États. Mais il n'a pas oublié l'apport des autres. Le monde francophone n'a pas mené une vie facile au président Félix Tshisekedi lors de son avènement au pouvoir. Même après, vous connaissez les attaques par les médias périphériques, donc français, belges, et même d'autres pays européens. Alors ça a été des attaques frontales. Et à ce niveau, diplomates, sans chercher à offusquer des partenaires. Tu as compris, le président de la République pense que la page est tournée, il faut la tourner définitivement. Cette page, je veux dire, des fantasmes fondés sur des données montées dans des laboratoires obscurs, d'ici et d'ailleurs, a amené certains politiciens, certains acteurs politiques plus importants au niveau international à tenir des propos, tout au moins pour le moins que l'on peut dire choquants. Mais aujourd'hui, la page est tournée, on refait avec tout le monde, on reconstruit le Congo. On travaille pour le Congo avec tous les acteurs, nationaux et internationaux, tous les partenaires, sans se poser
la moindre question de savoir qui a été avec nous et qui sera avec nous. Aujourd'hui, ce sont des contrats à intérêt partagé, des contrats dans lesquels les Congolais trouveront sa part. C'est ce qui intéresse le président Félix Tshisekedi, son Excellence le président de la République, qui s'est engagé dans un périple diplomatique. Certains pensent qu'il voyage beaucoup, mais il faut poser la question, pourquoi voyage-t-il? Félix a passé tout son temps en Europe. Il n'a pas le plaisir de voyager, le président de la République. S'il voyage, c'est pour rencontrer les partenaires importants et ramener le bonheur pour les Congolais ou aux Congolais. Ceci veut dire que tous ces périples diplomatiques, toutes ces rencontres diplomatiques, régionales, internationales, ont une finalité bien connue de ceux qui voient et ce qu'il fait. C'est-à-dire convaincre les partenaires qui avaient déserté, qui avaient fui ces pays, de rentrer, de créer les emplois et de contribuer au développement du Congo, parce que la thématique, c'est le multilatéralisme. Il faut aller vers les autres. Il faut échanger avec les autres. Ou plus exactement, il faut être ouvert aux autres. Parce que l'autarcie est une tare. Une tare par le temps qui court. On ne peut pas se développer en autarcie. On doit pouvoir composer avec les autres. Et c'est de cette manière-là que le développement qu'a rêvé Jacques Chirac, alors du haut de la tribune, pour la dernière fois, n'est-ce pas, de son deuxième mandat présidentiel, il dit « Nous sommes dans un monde ouvert. Nul ne peut l'ignorer et nul ne peut vivre sans l'autre. » Ça, c'est Chirac qui le disait, paix à son âme. C'est dire que le président de la République recourt aux partenaires, convainc les partenaires à revenir au pays, à reconstruire une économie beaucoup plus forte au service du Congolais. Voilà, mon cher ami, les raisons, sinon la raison fondamentale, parmi plusieurs autres, qui convainquent les présidents à sacrifier son sommeil, son repos, à la quête du bonheur pour les Congolais. Alors, on revient sur ce volet panafricanisme ou panafricaniste. Vous l'avez dit en introduction, le président Tshisekedi s'est présenté en africaniste. Oui, on sait qu'il est le deuxième vice-président de l'Union africaine en charge de l'Afrique centrale. Et là, c'était d'abord un plaidoyer en faveur d'un siège permanent avec droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et plaidoyer également en faveur du Zimbabwe pour lever les sanctions. Alors là, un panafricaniste opportuniste ou panafricaniste convaincu? Non, c'est un panafricaniste convaincu. D'abord, parlons du Conseil de sécurité. Cette structure a été créée dans quelles conditions? C'est dans les conditions où il y avait des États forts, des États faibles, les États colonisés et les États qui étaient eux-mêmes colonisateurs. Est-ce qu'il faudrait-il que ce rapport ancien de domination persiste au lendemain du XXe siècle? Autrement dit, est-ce que peut-on concevoir un Conseil de sécurité constitué des États capables de détruire le monde, s'imposant sur le monde et dictant la loi à appliquer au monde? Vous savez, c'est tout au moins choquant de constater que certains États, certaines décisions même de ces conseils ne sont pas respectées. Il faut revoir les conseils de sécurité. Au-delà de la révision structurelle ou formaliste, ou même, si tu veux bien, au-delà de cette structure du Conseil de sécurité, il faut aller au fond, aux règles de son fonctionnement, pour voir si ces règles peuvent résister avec l'évolution constatée, enregistrée. Aujourd'hui, il est inconcevable, il est même inadmissible que l'Afrique, qui est aujourd'hui la réserve de tout, soit exclue du cercle de décision du monde. Mais comment voulez-vous que nous qui avons des forêts les plus importantes, des eaux douces capables de nourrir plus des tiers de l'humanité, que nous ne soyons pas là où se décident, voyez-vous, les grandes orientations du monde? Comment voulez-vous que l'Africain soit absent et subisse toujours les décisions des autres? Et enfin, comment voulez-vous qu'aujourd'hui les pays émergents, dont l'Afrique du Sud, ne soient pas aujourd'hui considérés comme membres importants, capables de participer aux décisions sur la gestion du monde? Mais aussi, comment voulez-vous, même si on était beaucoup plus faible, ne peut-on pas penser aux actionnaires minoritaires? Est-ce qu'il est des règles que dans une société, tout actionnaire doit porter le part égal aux autres?
Non, l'on peut reconnaître dans la société aussi les actionnaires minoritaires, pourvu qu'ils participent aussi à la décision sur le fonctionnement de la société. Et donc, les conseils de sécurité doivent être revisités. Alors, une revisitation qui sera de façade ou une revisitation, tout simplement, comme on dit, apprivoisée, pour répondre aux vrais problèmes ou résoudre les vrais problèmes de l'humanité, surtout de l'Afrique, qui est maintenue en état du néocolonialisme permanent. Nous allons évoluer. Nous revenons justement à ce rapport des forces. On a comme impression que les grands n'écoutent que les têtus. Regardez, Trump va en Corée du Nord, il traverse à pied pour aller rencontrer un têtu. Hein? Regardez quand Bolsonaro hausse les tons, regardez comment on s'agite à New York. Et va jusqu'à dire l'Amazonie, ça ne fait pas partie du patrimoine mondial. Voilà. Et nous, parce qu'on aime rester prêtre, célébrant les messes, on est incompris. Est-ce que c'est le moment de changer d'approche et des discours ou il faut continuer dans ce rapport de partenariat respectueux des anciens maîtres? Cher ami, ce n'est pas toujours celui qui crie qui a raison. La raison est parfois silencieuse. Mais ce sont des méthodes d'approche qu'il faudra ici rationaliser. Le président Félix est d'une philosophie, d'une approche discursive, mais fondée sur une finalité qui provient du choc de ce qu'on s'est dit et de ce que l'on comprend tous ensemble être cohérent. C'est finalement quelqu'un qui aime discuter, beaucoup discuter sur la rationalité. Et je crois et j'ai confiance en lui sur cette méthode qui est une méthode moderne. Les présidents du Brésil, les présidents américains ne sont pas les modèles sur le plan international. Ce sont des chefs d'État pour lesquels on a beaucoup de respect. Mais sur le plan des méthodes de fonctionnement, nous avons des choses à dire. Nous avons des reproches à formuler, même si ceux-ci ne peuvent rien changer sur leur façon de faire. Non, ce ne sont pas de bons exemples. Je crois que c'est en étant beaucoup plus cohérent, beaucoup plus précis et beaucoup plus convaincant que l'on peut pouvoir faire entendre la voix de l'Afrique et du Congo. Le président Félix a fait les diagnostics des enjeux du monde, des enjeux environnementaux. Je vois là-dedans la flore, je vois les eaux douces, je vois ici tout ce que nous avons. Il a posé le problème de l'écologie, le problème de la transition écologique, qui est la conséquence de l'environnement. Il dit nous avons de réponses à ces problèmes. Parce que le Congo, mon pays, regorge 70% des réserves de matières nécessaires à la fabrication. Une alternative, une des alternatives au problème du monde. Une des alternatives alors majoritaires en termes de solutions au problème du monde. La troisième question sur l'éducation, parce que l'éducation fait partie de la thématique retenue à cette 74e session de l'Assemblée générale du débat général, comme on l'appelle. Il dit, j'ai commencé chez moi avec la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Le Congo est une réponse à beaucoup de problèmes et même un modèle. J'ai considéré le discours du président Félix Tshisekedi Tshilombo comme un instant, un momentum d'échange d'expérience, d'échange d'outils de gestion des sociétés minimalistes vers des grandes sociétés. J'ai considéré ce moment-là à la fois comme un moment, si vous voulez bien, d'expliquer au monde ce que nous sommes, méconnus ou négligés par les restes du monde, mais aussi un moment de leur dire, si demain nos engagements sont tenus, que nous réaffirmons ici du haut de la tribune, et que le vôtre ne le seront pas ou ne pourrait pas l'être pour une raison ou une autre, les Congos pourraient tirer les conséquences. Ceci n'est pas une menace. Non, pas du tout. Mais c'est une méthode, si tu veux bien ici, je veux dire, une façon de faire entendre, sans crier, c'est dont nous sommes capables de faire, parce que le moins nous les avons. Voilà pourquoi ces discours, j'aimerais bien que quelqu'un les critique sur le plan du fond, de la forme. Le président Félix est un homme suffisamment instruit
mon Dieu, convaincant, ma foi, mais profond, dans la conviction de ce qu'il a à dire et ce qu'il voulait bien dire. Et c'est l'occasion ici de rappeler que le Congo a une chance, c'est celle-ci. Cette chance de faire la répertoriation de ce que nous avons, mais aussi d'inviter ceux qui ont besoin de ce que nous avons, que nous les avons ici, mais les conditions d'accession sont définies de commun accord, sont à envisager dans un cadre contractuel où l'intérêt de l'un, ou je veux dire les intérêts sont compris sans domination aucune, et où les propriétaires que nous sommes fixons le prix de ce que nous avons. Voilà le sens de ce discours, un discours à la couleur à la fois africaine, congolaise et humanitariste, parce qu'il faut bien vous dire que le président Félix a dit que le Congo était une réponse. Vous savez, nous avons autant de millions de mètres carrés de terres arables. Mais Fabien, le Congo à lui seul peut nourrir, lorsque sonnera la matinée de l'agriculteur, vers les années 2050. Lorsque l'habitant de Ringonké en Chine manquerait à manger, avec l'expansion des villes, des grands boulevards, lorsque finira les terres arables qui sont d'ailleurs aujourd'hui menacées par l'expansion de l'urbanisation chinoise, lorsque les Chinois n'auront pas de quoi se nourrir, parce que n'ayant pas d'espace pour faire le champ, sonnera la matinée de l'agriculteur au Congo. Et cette matinée-là aura pour répondant, pour réponse, le Congo, notre pays, votre pays. Et donc, ce sont là les atouts du Congo, les atouts environnementaux, ce sont là les richesses naturelles, parce que lors du sommet de Makutano, le président Félix avait dit il rêve la revanche du sol sur le sous-sol. Parce qu'au Congo, on dit nous avons des minéraux. Nous sommes le champ de nos minéraux. Nous voulons dire nous sommes un pays scandaleusement riche. Et nous oublions, et ce instamment, constamment, que notre sol est tout aussi riche que notre sous-sol. Et voilà. Voilà pourquoi le président Félix rêve l'instant où le sol revengera le sous-sol. C'est ce qu'on appelle l'avènement de la matinée de l'agriculteur. Et cette matinée sera célébrée au Congo et le Congo en a les atouts. Et voilà, la foi fait vivre. On dit aussi que le juste ne vivra pas à la foi. Merci Taylor Lubanga pour votre analyse et commentaire sur l'adresse du chef de l'État à New York. Vous-même, vous revenez de là, vous avez été dans la salle. Vous êtes aussi très proche, oui, chargé des missions du président de la République, Tshisekedi, et vous gardez votre pied à la colline autrefois, inspiré ou sur cette colline pour donner cours parce que vous demeurez enseignant. Merci. Merci beaucoup Fabien Lumbala. Merci à vous également et à très bientôt pour un autre échange.